Salut camarades! Aujourd'hui, avant de vous parler de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ce qui a provoqué la fin de l'Empire byzantin, j'aimerais aussi vous parler un peu de comment on en est arrivé là. Alors on a vu ensemble l'agonie byzantine, mais il y a eu au même moment un essor ottoman. Alors laissez-moi ici vous raconter comment une bande de guerriers turcs quasi nomades est devenue progressivement un empire brillant qui a alimenté les pires cauchemars et les plus gros fantasmes de l'Europe pendant des siècles. La dernière fois qu'on s'est vu, la puissance turque en Anatolie, c'était les Seldjoukides. Et bah c'est plus du tout le cas, les mecs se sont mangés les Mongols en 1243, et 50 piges après, ils ont carrément disparu. À la place, il y a plein de petits aventuriers turcs fuyant les Mongols et ou vivant sous leur tutelle, qui sont venus se masser en Anatolie et créer des petits états frontaliers. Ils deviennent alors des Ghazis, titre donné aux combattants de la foi qui protègent les frontières du Dar al-Islam, et qui razzie les terres du voisin infidèle. Et vu qu'en l'occurrence, ici, le voisin en question, c'est une poignée d'intellos couverts de breloques en toc planqués derrière des murailles en ruine, être gazi est, pour certains, un excellent moyen de s'en mettre plein les poches facilement, tout en prétextant des buts louables. Habile. Oui, surtout certains. Il y a un petit état qui est fondé en Bithynie au milieu du XIIIe siècle par un certain Ertugrul, mais c'est surtout son fils Osman qu'on connaît, qui a donné son blaze aux Osmanlı, les Ottomans. Et heureusement d'ailleurs, parce que les Ertuğrulides, c'est moche. Alors on a dit plein de choses sur leurs origines, genre descendants de la première tribu Arhus, descendants des Seldjoukides, des Troyens, des Comnènes, etc. Mais selon Runciman, si on est prudent, on dit qu'Ertuğrul n'était pas un chef de tribu, mais un excellent chef ghazi, qui s'est donc fait une clientèle de guerriers de toutes sortes et de toutes origines, pour razzier les possessions byzantines voisines. Mais c'est Osman qui a vraiment commencé le boulot. Vu que son émirat est à l'unique frontière restante avec l'Empire byzantin, qu'il poutre une première fois vers 1302, il attire un énorme paquet d'aventuriers, de savants, de gonzes à la recherche de flouze ou fuyant toujours les Mongols, voire même de Byzantins déçus par leur empereur ou saoulés par les impôts. Et autant de monde, ça prend de la place et ça facilite les conquêtes. Après lui, son fils Orhan prend Bursa en 1326, qui devient capitale, puis Nicée en 1331, Nicomédie en 1337, ou encore Ankara en 1345. Et les Byzantins sont sur le cul. Alors moi il m'épate. Ah, et quand je dis qu'ils prennent des villes, faut pas s'imaginer des sièges, ce sont des cavaliers les mecs, je rappelle qu'ils viennent des steppes. Donc ils y vont à l'usure, ils ravagent les campagnes alentours, et ils font un blocus parfois pendant 10 ou 15 piges. Et non, malgré cet énorme délai, les empereurs byzantins n'ont pas les moyens de réunir une armée pour percer le blocus. De toute façon, à partir de 1373, ils deviennent carrément les vassaux des sultans ottomans. Ça doit piquer leur amour-propre un peu, quand même. Quelle honte. Tu n'as pas honte, lâche. Vraiment, ça va comme ça, Pour en revenir aux Ottomans, même s'ils ont encore de la concurrence en Anatolie, avec notamment les Turcs d'Aydin, de Maniesi, de Sarakhan, de Germiyan, de Karasi ou de Karaman, oui, ça en fait un sacré paquet, ils sont en passe de devenir les patrons, grâce à leur position, leur succès, leur popularité, etc. Déjà, dès 1356, Orhan envoie des troupes de l'autre côté des Dardanelles pour prendre différentes villes, notamment Andrinople en 1361 environ. Mais surtout, c'est pour convaincre les tribus turques déjà sur place ou venant d'Anatolie de se joindre à eux et d'aller coloniser cet espace-là. Résultat, en 1362, ils sont déjà solidement installés en Thrace. Mieux, en 1365, Murad Ier, fils d'Orhan, fait d'Andrinople, en Europe donc, sa capitale. Et il est le premier à se faire appeler sultan, bien qu'encore illégalement. Orhan et Murad sont surtout brillants sur les plans militaires et social. Ils construisent énormément, ils se font appuyer des oulémas, les gardiens de la foi musulmane, pour structurer leur société, ils sont appréciés des chrétiens, qui payent moins d'impôts que du temps de Byzance, et qui sont épargnés quand ils se rendent comme le veut l'islam, etc. Et sur le plan militaire, ils transforment le gros bordel de cavalerie légère qu'étaient leurs troupes en une organisation structurée ayant son système de rémunération, le timar. Ça va vite devenir ce que beaucoup appelaient la meilleure armée d'Europe. S'y trouvent différents corps d'armée ayant chacun son uniforme et pouvant être mobilisés de suite, ce qui est ultra moderne pour l'époque.
On a par exemple les janissaires, une infanterie composée d'esclaves chrétiens, les spahis, le corps de troupe principal, les piyades, une autre infanterie, ou encore plein d'irréguliers comme les akibis ou les fameuses mauvaises têtes, les bashibouzouk. Non, le capitaine Haddock n'a rien inventé. Ah, parce que vous croyez que je l'ai fait exprès? Si ce ne sont pas forcément les Ottomans, mais d'autres Turcs, qui remportent la bataille de la Maritsa face aux Serbes en 1371, ce sont eux en tout cas qui en profitent pour avancer dans les Balkans, puis s'en assurer le contrôle quasi total après la bataille de Kassavapolje ou Champ des Merles en 1389, face à une ribambelle de princes orthodoxes. Devant cette montée en puissance des Ottomans au sein même de l'Europe, les Occidentaux commencent à flipper sévère. Mais ils se rassurent un peu en apprenant que Murat est mort assassiné pendant cette même bataille. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que son successeur, son fils Bayezid, va être encore plus redoutable. Déjà, le Coco, il a relancé la bonne vieille mode turque de « j'étrangle mes frères pour arriver au pouvoir et éviter les rébellions ». Et Coco, on l'appelle Yıldırım, la foudre. Et si on l'a pas appelé pâquerette, c'est qu'il y a une raison. Coco, il a un règne si spectaculaire qu'il fout les miquettes aussi bien à l'Europe qu'au Moyen-Orient. Il écrase certains de ses rivaux turcs et devient le maître de quasi toute l'Anatolie. Il en profite d'ailleurs en 1394 pour demander au sultanat mamelouk d'Égypte et au calife du Caire d'officiellement le reconnaître comme sultan de Roum. Alors, même si c'est dangereux pour eux de reconnaître un tel titre à un si puissant voisin, la menace turco-mongole que fait peser un autre taré de l'époque, Timur Lenk, sur eux les y oblige un peu, donc ils acceptent. Bon, ce que Bayezid ignore, c'est que ce titre provoquera sa perte. Mais en attendant, sa puissance est terrifiante, et mon petit Coco, toute l'Europe le craint. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Du coup, alors que Bayezid assiège Constantinople depuis 1394, le roi de Hongrie lance une croisade contre lui avec des renforts venant de Bourgogne et de Savoie. La suite vous la connaissez, Bayezid leur ramasse la gueule à Nicopolis en 1396. Bah ouais, il a la meilleure armée d'Europe, et puis en face, les croisés sont suffisamment cons et arrogants pour croire qu'ils peuvent balayer les Turcs en 2-2, contrairement à ce que leur disent les Hongrois un peu plus méfiants. Résultat, bah l'Occident flippe encore plus, et il va y réfléchir à 2 fois à partir de maintenant, avant d'aller leur retaper sur la gueule. Ce qui du coup leur laisse plutôt les mains libres dans les Balkans. Après Nicopolis, Bayezid revient assiéger Constantinople. C'est pas simplement une idée fixe, c'est juste qu'il y a une prophétie qui dit que le prince musulman qui réussira à prendre la ville sera considéré comme le Cador. Et lui, il est plutôt bien parti. Déjà, il a imposé à Constantinople comme outrage suprême un cadi pour gérer les affaires des habitants turcs qu'il a lui-même imposé. Ensuite, il a fait construire une forteresse, celle d'Anatolo-Hissar, sur la rive asiatique du Bosphore, pour mieux surveiller la ville et faciliter ses transferts de troupes. Précisons d'ailleurs que le gros problème des Ottomans jusqu'à ce moment-là et même encore après, c'est qu'ils manquaient de marine. Ils étaient obligés de faire appel aux Génois, aux Vénitiens, aux Byzantins pour traverser le Bosphore. Il va donc assiéger la ville jusqu'en 1402, mais à ce moment-là, l'empereur byzantin va voir du haut de ses murailles surgir un répit inespéré. L'épouvantable Timur Lenk. Ça va chauffer! Selon le bon vieux principe de l'arroseur arrosé, l'envahisseur ottoman se retourne et constate à l'est la présence d'un plus gros envahisseur, le terrifiant Timur Lenk, le Tamerlan des Baptous. Alors lui, il était passé dans le coin quelques années auparavant, sans écraser les Ottomans, sauf qu'entre-temps, Bayezid a pris le titre de sultan de Roum, et donc du coup il est devenu un vrai rival. Il se retrouve donc et se marave la gueule près d'Ankara le 25 juillet 1402, et la meilleure armée d'Europe se fait mais défoncer. En même temps, on n'est plus en Europe, on est en Asie mineure. Bayezid s'est en fait retrouvé tout seul, trahi par ses troupes turco-mongoles qui ont préféré rejoindre celles d'en face, notamment leurs anciens maîtres qui ont rallié Timur Lenk, ou encore par ceux qui ne peuvent plus le saquer depuis qu'il a trop pris le melon. Je veux dire, ça n'est plus un chef ghazi combattant pour la foi, c'est devenu un monarque se battant pour ses conquêtes. Et puis le fait qu'il se batte contre d'autres musulmans, ça veut dire qu'il n'y aura pas de butin, c'est quand même moins rigolo. Du coup, il est capturé et humilié par son vainqueur, qui va voler son harem, qui va obliger sa femme à le servir nu à table, qui va se servir de lui comme d'un escabeau pour monter à cheval, soit jusqu'à ce que Timur s'en débarrasse après avoir bien rigolé, soit jusqu'à ce que ça le rende zinzin et qu'il en canne. À sa place, il y a le Fetret, une querelle de succession sanglante de 10 piges, où les Byzantins tirent activement les ficelles dans l'espoir de faire monter au trône
un sultan qui leur soit favorable. D'habitude c'est plutôt l'inverse, ce sont les sultans ottomans qui profitent des guerres civiles byzantines pour choisir un empereur qui leur rapporte du bif et des territoires. Et finalement, c'est Mehmed Ier qui prend le pouvoir, et son règne est plutôt calme pour les Byzantins, parce qu'il est trop occupé à reconstruire son sultanat, à consolider ses frontières et son administration, et il est tellement en bon terme avec eux qu'il va leur restituer des villes et qu'il considère leur empereur comme son propre père. Très bien joué les mecs! Oh, je suis trop fort. Entre cette défaite et la querelle de succession qui suit, beaucoup pensent que c'était le moment idéal. Si les Occidentaux s'étaient secoué les miches, il y avait moyen d'écarter la menace ottomane une bonne fois pour toutes. Eh ben c'est une pure connerie, puisque Timour a fait flipper les Turcs anatoliens, qui du coup sont venus s'installer en masse en Roumélie, la partie européenne du sultanat, de l'autre côté du Bosphore. Mieux, ces comtes byzantins, jusqu'ici mais très contents de voir Timour ravager le sultanat ottoman, se sont mis à flipper, en se disant qu'ils étaient peut-être les prochains sur la liste. Et du coup, manquant de troupes, l'empereur a encore plus aidé les Turcs à venir s'installer en Roumélie, histoire de défendre Byzance au cas où. Voilà. Comme je le disais il y a longtemps, les Turcs ont dû se dire Mehmed Kalanche en 1421, et c'est son fils Murad II qui reprend le business. Alors lui, à la base, il est plutôt dans une dynamique pacifique, pépère et tout, et il aimerait se retirer pour méditer. Mais malheureusement, il va devoir batailler toute sa vie sur tous les fronts. Contre les émirs anatoliens qui se rebellent sans arrêt, contre les Albanais qui lui donnent du fil à retordre, contre les Serbes qui jouent un jeu trouble, contre les Hongrois qui jouent à la croisade en 1444, et qui vont d'ailleurs se prendre une telle branlée qu'ils pourront même pas réagir en 1453, ou encore contre les Byzantins qui reprennent un petit peu trop la confiance. Du coup d'ailleurs, il assiège Constantinople en 1422, mais vu qu'il n'a toujours pas de marine et que les émirs anatoliens complotent encore, il repart. Cela dit, chers camarades byzantins, faudrait arrêter de jouer avec le feu. Ça va être tendu là. C'est là qu'apparaît le sultan qui nous intéresse, Mehmed II. Et pourtant, il n'a pas eu des débuts brillants du tout. Murad, qui en avait un peu marre de cavaler entre Europe et Asie, décide en 1444 de se retirer du business pour aller méditer Pépouze, et laisse le pouvoir à son fiston, Mehmed, 12 piges. Mais l'armée et le gouvernement, notamment le vizir Khalil Pacha, peuvent pas le blairer. Il est trop autoritaire, trop arrogant, trop belliqueux le morveux. On rappelle donc Murad, qui soupire, revient et s'occupe du pouvoir. Il finira par calancher à Andrinople le 2 février 1451. Et là, il n'y a plus le choix, les ministres vont devoir faire avec Mehmed, qui est beaucoup plus offensif et beaucoup plus belliqueux que son papa. Et mieux vaut pas essayer de lui rappeler. Du temps de votre père, ça serait pas passé. Non, j'ai dit du temps de votre père, ça serait pas passé. Alors, ne me parlez jamais de papa, hein. Mehmed II monte donc sur le trône à 19 ans, et met de l'ordre dans son gouvernement, gardant certains conseillers de son père, comme le vizir Khalil Pacha, mais en prenant bien soin de tous les écarter géographiquement, histoire qu'ils ne complotent pas contre lui. Et dans le doute, il fait aussi buter son demi-frère. De 8 mois. Voilà, on sait jamais. L'Occident, en revanche, s'inquiète pas des masses. Vu le bide qu'il s'est pris quand il était boutonneux, il n'y a aucun souci à se faire selon eux. Donc tout le monde lui envoie des ambassades pour faire copain-copain, et on considère que le tour est joué. Tentant eux aussi leur chance, les Byzantins, après avoir reconclu la paix, essayent de grappiller du bif pour la pension d'Orkhan, arrière-petit-fils de Bayezid, qui crèche chez eux, et qui est un potentiel prétendant au trône ottoman, qu'ils pourraient soutenir si jamais Mehmed n'était pas suffisamment gentil avec eux. Tactique classique de la diplomatie byzantine. La réponse de Mehmed ? Selon lui, avec ce chantage, ils viennent de violer le traité de paix, et sachant qu'il ne veut qu'une chose, c'est s'emparer de Constantinople, il commence le blocus de la cité dès l'hiver 1451-1452. Et si les Byzantins commencent à se dire qu'ils ont peut-être un petit peu merdé sur les bords, les Occidentaux, eux, le prennent mais toujours pas au sérieux. Ils rigolent toujours quand Mehmed fait construire dès avril 1452 la forteresse de Boghaz-Kesen, futur Roumet-le-Hissar, jumelle d'Anatolo-Hissar, sur la rive européenne du Bosphore pour mieux surveiller Constantinople et interdire le passage à tout navire. Il rigole un peu moins quand il fait zigouiller des envoyés byzantins qui viennent protester contre cette construction. Il rigole plus du tout quand il fait couler un navire vénitien qui force le passage, buter tout son équipage et empaler le capitaine.
Il n'y a que 19 ans, hein. Mais hélas, c'est pas pour autant qu'ils vont réagir. Byzance peut bien les appeler à l'aide, c'est un peu tard. Accourez vite, a pas l'air commode. Voilà, d'ordinaire j'aurais détaillé pendant des plombs et plusieurs vidéos, hein, d'autant plus que l'histoire ottomane me passionne, mais cette fois c'était juste pour vous mettre un peu dans le bain, vous montrer un petit peu ce que sont les débuts de l'histoire ottomane, et comment on en est arrivé à un point où les Ottomans assiègent la ville en 1453. Et rassurez-vous, le siège en lui-même va être épique, croyez-moi. Et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera surtout utile pour la suite des opérations, hein, c'est-à-dire la prise de Constantinople, dont je parlerai la prochaine fois, dans un style potentiellement un peu différent, hein, un peu plus proche de François Ier, enfin bon, vous verrez, j'espère que ça vous plaira aussi. Un grand merci aux tipeurs, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, donc à être les meilleurs, vous êtes vraiment merveilleux. Si vous en avez les moyens et que vous en avez l'envie, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee, mais il n'y a rien d'obligatoire, hein, j'aime déjà beaucoup quand vous mettez un pouce, un commentaire, un machin, parce qu'effectivement, n'hésitez pas une seule seconde à laisser un commentaire, ou un pouce bleu, ou à m'envoyer un mail, ce que vous voulez pour qu'on discute de tout ça, parce que franchement j'adore ça, hein, une fois de plus, donc n'hésitez pas une seule seconde. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche à côté de l'abonnement, histoire d'être sûr de ne rien manquer de l'actualité de la chaîne, qui de toute façon, n'est pas très tous les mois, quoi, c'est pas non plus une folie. Mais bon, c'est ça là, vous ne manquerez rien, en tout cas, voilà, promis. Sur ce, passez une bonne fin de soirée, ou de journée, salut.